Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré au CrossFit et notamment à la prise de muscles associée. Avant de démarrer, on voulait vous remercier de votre confiance vis-à-vis des suppléments Superphysique. Vous avez été nombreux à réagir à notre dernier podcast et à commander nos suppléments. Pour l'instant, on est même très content parce qu'on n'avons que des bons retours. Donc notre test va continuer grâce à vous. Et on va continuer donc à essayer de développer notre gamme de suppléments Superphysique. Donc voilà, on tenait à vous remercier avant de commencer ce podcast. Salut Fabrice. Salut Rudy. Donc aujourd'hui un podcast consacré au CrossFit et à la prise de masse musculaire. Voilà, donc on va parler en même temps d'entraînement fonctionnel, de cross-training, de tout ce qui peut se rapprocher du CrossFit. Le CrossFit, c'est le nom commercial, on va dire, c'est le nom d'une entreprise aux États-Unis qui a cherché à codifier le cross-training et à le vendre, le populariser, ça dépend du point de vue duquel on se place, afin de gagner sa vie avec. Donc le CrossFit, maintenant ça a bien plus de 10 ans que ça existe, j'ai plus la date exacte, mais ça fait un très très long moment, et ça a été codifié aux États-Unis par Greg Glassman, mais avant ça, on a connu avec Superphysique et avec Smart Weight Training auparavant les mythes de l'entraînement fonctionnel. On a bien connu ça, n'est-ce pas Fabrice? Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais intervenir un peu sur l'entraînement fonctionnel vu que j'aurais pas trop grand chose à dire sur le CrossFit que je connais mal. Donc, l'entraînement fonctionnel, c'était le principe de dire quand on fait juste de la musculation, on fait pas de la gonflette, on se muscle, mais on muscle nos muscles sont habitués à travailler selon certains schémas qui sont ceux des exercices qu'on pratique en musculation, par exemple pousser devant ou tirer devant, et ils sont pas adaptés, ils sont pas fonctionnels, en gros ils sont pas utilisables dans une autre pratique que la pratique de la musculation. Alors ça paraît un peu laborieux comme définition, mais c'est parce que ça l'est. C'est qu'en fait, fonctionnel, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Par exemple, je sais pas, moi c'est pas souvent qu'on a l'occasion de porter son frigo dans les escaliers, si tant est qu'on puisse considérer que ce soit fonctionnel. Ou de pousser sa voiture quand elle démarre plus. Donc déjà, à la base, le terme fonctionnel est un petit peu douteux parce qu'en fait, fonctionnel par rapport à quoi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc après, on veut dire qu'il se propage, par exemple, à la pratique sportive. Mais comme on le sait, puis Rudy pourra le confirmer, la pratique sportive, c'est souvent un geste, pareil, très spécifique. Et en général, la meilleure façon d'être bon dans sa pratique sportive, c'est de pratiquer le e-sport. Et c'est difficile d'avoir un entraînement vraiment fonctionnel qui, entre guillemets, se propagerait mieux à la pratique sportive. T'es toujours d'accord, Rudy ? Oui, tout à fait. Je vais donner même des exemples parce que moi, en ce moment, comme tu le sais bien, je suis pas mal l'actualité du kayak et donc je regarde un peu ce que font les champions, etc. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, hier, je suis tombé sur une vidéo d'un membre de l'équipe de France de kayak de course en ligne qui faisait du rowing planche. Et donc, je me dis, tiens, il fait du rowing planche, etc. Donc, et je vois, il fait 3 séries de 3 à 75 kilos. Je me dis, c'est pas possible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le rowing planche, c'est un exercice où on est allongé à plat ventre et où on tire une barre en fait en la faisant cogner contre le banc. Et un exercice qu'on a pas mal popularisé avec Superphysique, et où on organise même des concours. Et donc je vois ça, et pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'entraîne à peu près correctement pendant plusieurs années, on arrive en général aux alentours de 10 à 80, c'est-à-dire le niveau gold du club Superphysique. Et là je vois le champion qui fait 3 séries de 3 à 75 kg et puis difficile quoi. Vraiment on sent qu'il est à fond. Et je me dis putain mais c'est fou, et ça corrobore à ce que tu dis, c'est que souvent on mélange encore une fois les apparences, c'est-à-dire le fait d'être musclé, etc., et le fait d'être fort dans un sport. Et c'est pourquoi dans la plupart des sports, je regardais un documentaire qui est paru sur YouTube il y a quelques semaines, et qui expliquait justement que pendant longtemps on a cru que les sprinteurs en athlétisme devaient être musclés, parce qu'on avait en tête, je sais pas si tu as connu cette époque-là, mais Maurice Green, Linford Christie, Ato Boldon, car il y avait que des monstres sur la ligne de départ, quoi. Des mecs qui étaient tous 1m75, 80 kg, à peu près secs, vraiment des pitbulls, quoi. Et juste après, t'as Christophe Lemaitre, donc un Français, qui est passé sous les 10 secondes, et lui ne faisait pas de musculation. Et il avait un physique banal. Tu le voyais, il est mince, voilà, il a un peu plus de cuisses que la normale, mais pas énorme. Et c'est le deuxième blanc, je crois, avoir fait moins de 10 secondes. Il y en a un qui avait fait moins de 10 secondes il y a très très longtemps.
Et juste après, il y a Bolt qui est arrivé, pareil, la musculation, ça lui faisait pas trop, n'en faisait pratiquement pas, du moins pas très lourd, et un physique plutôt longiligne, et pareil, qui a battu tous les records. Et donc ça a remis en cause, en fait, pour beaucoup, cette idée reçue de dire, voilà, la musculation aide à performer, et la musculature est un reflet de ce qu'on peut atteindre comme performance sportive. Et en fait, encore une fois, c'est la notion de spécificité que tu as très bien expliqué. C'est que pour être bon dans un sport, il faut le pratiquer parce que les sports, en fait, sont tellement techniques. Là, je prends l'exemple du kayak. En fait, suivant comment tu rentres ta pagaie dans l'eau, comment tu te places, comment tu es gainé, etc., bah, c'est beaucoup plus important que la force que tu as, quoi. Tu peux être le plus fort du monde. Si tu n'arrives pas à rentrer ta pagaie dans l'eau comme il faut, bah, tu vas tomber rapidement, quoi. Oui, ben voilà, et donc très bon apport. Et toujours dans les années 2000, justement, donc il y avait l'entraînement fonctionnel donc par rapport à la pratique sportive, et puis il y avait aussi des exercices qui étaient censés en musculation être plus fonctionnels que d'autres. Et par exemple, on décrédibilisait les élévations latérales par rapport au développé militaire, ou le curl pupitre par rapport Au curl bar. voilà, au curl bar. Parce que voilà, ça mobilisait moins d'articulation, puis c'était censé être moins fonctionnel. Et donc du coup, il y avait tous des programmes d'entraînement de musculation fonctionnelle qui étaient basés que sur des gros exercices, donc ce qu'on appelle aussi les exercices de base, mais pas que, donc du développé couché, du squat, du soulevé de terre, de l'épaulé jeté, que des gros exercices. Et donc l'idée c'était de pratiquer la musculation avec ces exercices-là pour à la fois développer du muscle et en même temps être fonctionnel. Seulement, on a vu, et on l'a expliqué dans les différents podcasts, que la pratique de uniquement ces exercices n'était pas adaptée d'une part à tout le monde, parce qu'il y a des gens, de par leur morphologie, ça leur convient pas de faire que ce type d'exercice. Ils ont besoin de faire des exercices d'isolation. Donc d'une part, c'est une pratique qui peut conduire à la blessure, et en plus, d'un point de vue du développement musculaire, c'était pas forcément optimal parce que ça créait des points faibles. Et du coup, c'est là que c'était amusant parce que l'entraînement qui devait être fonctionnel, en réalité, n'était pas si fonctionnel que ça parce qu'il créait des points faibles. Et justement, le pratiquant de musculation, on va dire classique, qui a un bon programme d'entraînement qui mélange des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation variés, qui essaie de se développer sans créer de points faibles, au final, peut-être qu'à la fin, il finit par être plus fonctionnel que le pratiquant précédent parce qu'il a développé le plus possible qu'il ne pouvait ses muscles et du coup, il n'a pas de points faibles. Alors que celui qui, à la base, avait fait un entraînement dit fonctionnel se retrouve avec des points faibles et possiblement des blessures s'il n'a pas la bonne morphologie. Et donc, du coup, de mon point de vue, déjà, c'était une première épine dans le pied de toutes ces théories sur l'entraînement fonctionnel. Mais néanmoins, un petit peu plus tard, eh ben, ça a dérivé en partie sur le CrossFit, qui fait l'objet du podcast d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc rapidement, on voulait réexpliquer ce qu'est le CrossFit. On s'excuse auprès des vrais passionnés qui le décriront sans doute mieux que nous. Mais en gros, le CrossFit, c'est un sport qui s'exprime la plupart du temps en compétition sous forme de circuits d'exercice qu'on appelle des WOD, Workout of the Day, et ça consiste en fait à les enchaîner le plus rapidement possible, en fait de faire un chrono. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle des benchmarks, des WOD qui sont connus et sur lesquels on va se tester à l'entraînement régulièrement, qui peuvent faire partie de la séance d'entraînement. Moi je me souviens, j'avais essayé, donc la première fois que j'ai essayé le CrossFit, il n'y avait qu'une seule salle en France. Une seule salle, et elle était juste à côté de chez moi quand j'habitais en région parisienne, elle était à Villeparisis. Et cette salle s'était fait appeler CrossFit France. Et donc bon, après il y a eu quelques problèmes justement avec cette appellation. Et donc j'avais été là-bas tester, j'avais testé un Fran. Je sais pas si tu te souviens de la vidéo, je l'avais envoyée à l'époque, et en fait j'avais fini mais rincé quoi. Vraiment, je me dis putain mais je suis vraiment rincé. Et un peu plus tard avec Superphysique, je sais pas si c'est encore sur le site, on avait fait une rencontre Superphysique en allant à CrossFit Bruxelles, qui était l'une des plus grosses salles d'Europe de CrossFit et l'une des premières également. Et donc on avait été avec El Sabre, qui tient une énorme page Facebook sur le sujet depuis. Il y avait Arnaud qui était venu du Nord. Il y avait Silver aussi qui était pratiquement dans la team Superphysique qui était venu. On était vraiment, je sais plus, une quinzaine ou une vingtaine à avoir fait le trajet jusqu'en Belgique. Et on s'était vraiment bien amusé. Et c'est là qu'on s'était rendu compte que on nous avait fait faire un WOD à l'époque qui était vraiment très très orienté cardiovasculaire. Parce qu'en fait le CrossFit, ça conjugue 3 types d'efforts, on peut dire. C'est donc des exercices cardiovasculaires comme la course à pied, la natation. Il peut y avoir aussi du vélo, enfin bon,
peut y avoir un peu tout, du rameur, de l'airdyne, etc. Des épreuves de gymnastique, donc c'est tout ce qui va être muscle-up, même les tractions, les dips aux anneaux, etc. Et des exercices de force et d'haltérophilie. D'ailleurs, le CrossFit, ça a permis de relancer l'activité haltérophile qui était vraiment sur le déclin, personne ne voulait en faire, et grâce au CrossFit, on peut dire que c'est quand même vraiment grâce à eux, l'haltérophilie s'est vraiment relancée, les clubs ont eu beaucoup plus de licences, et il y a même beaucoup de crossfitters qui au final se mettent à l'haltérophilie exclusivement. On en avait parlé dans le podcast avec Aurélien Broussal sur mon podcast, et donc, ça, les WOD, c'est ce qui se passe en compétition. Maintenant, l'entraînement de CrossFit, classique, et même de cross-training, parce que certaines personnes n'ont pas envie de payer pour s'appeler CrossFit, préfèrent ne pas payer la licence chaque année et s'appeler cross-training comme ils veulent. Donc ça, c'est un peu décrié par la communauté CrossFit, qui a du moins à l'époque, quand je m'y intéressais de près. Et donc, l'entraînement de CrossFit se veut être justement préparatoire à l'imprévisible, parce que c'est aussi une des composantes du CrossFit, c'est dire, comme un peu l'entraînement fonctionnel, c'est être prêt à tout et n'importe quoi. Donc à la base, ça a été développé pour les sapeurs-pompiers, les militaires, etc., qui devaient justement être prêts à n'importe quoi, comme, tu l'as très bien cité, Fabrice, porter son frigo dans l'escalier. Ça me fait marrer cette expression. Et donc, l'entraînement de CrossFit, en fait, ça peut être une séance d'haltérophilie, ça peut être une séance de force athlétique, avec de la musculation associée, ça peut être une séance de renforcement musculaire, ça peut être des entraînements spéciaux de gymnastique, ça peut être des exercices cardiovasculaires, par exemple des tours sur une piste d'athlétisme, pour s'entraîner, en fonction de ses points forts, ses points faibles, etc. Donc, c'est pas exclusivement des entraînements de type circuit training. Si la pratique du CrossFit est bien faite dans une box avec un bon coach, eh bien, en fait, si vraiment vous y intéressez et que vous n'avez pas juste 3 fois 30 minutes pour transpirer par semaine, au bout d'un moment, vous allez vous tourner vers l'entraînement qui va plus s'apparenter à un entraînement de type de ce qu'on préconise sur Superphysique pour prendre du muscle. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre un peu plus le physique des meilleurs crossfitters mondiaux, même si, quand on regarde un peu l'entraînement, ça paraît léger comme entraînement pour arborer un tel physique. Est-ce que tu vois un peu à quel physique ont les crossfitters actuels, Fabrice, les meilleurs du monde? Oui, j'ai vu. Mais donc, pour résumer, l'idée du CrossFit, en fait, c'est de devenir un athlète complet avec de multiples qualités physiques. Donc, à la fois endurant, fort, explosif, résistant. Voilà, tout à fait. Et nous, à l'époque, je me souviens, on avait ce truc-là sur le forum de dire, si tu es bon partout, en fait, c'est que tu es nul partout. Il faut bien le dire, parce que, et surtout, on avait remarqué, et ça, tu pourras le confirmer, c'est que quand on fait d'autres activités sportives que la musculation, qu'on disperse un peu son énergie, on est moins efficace dans la première activité. C'est pourquoi c'est vraiment important de fixer des priorités par rapport à ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut développer, parce que plus on fait d'activités, et moins on va récupérer. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle des interférences d'entraînement, et le CrossFit, ça a permis de casser pas mal d'idées reçues qu'on avait là-dessus, mais les interférences d'entraînement, c'est par exemple de dire que de faire du cardio et de faire un entraînement pour prendre du muscle, ça s'oppose. C'est beaucoup plus compliqué de prendre du muscle quand on fait de l'activité cardiovasculaire à côté, que lorsqu'on fait que de la musculation et par exemple un entraînement de type fractionné, de type HIIT. Oui, et on peut le vérifier assez bien. Si jamais vous faites de la course à pied, si vous courez 3 fois 10 km par semaine, vous verrez que ça va vous plomber complètement les séances pour les cuisses. En tout cas, au naturel, de mon expérience, c'est comme ça. Ouais, moi aussi, moi c'est pareil. Quand je fais des trucs un peu longs et tout pour le bas du corps, ça me crevait complètement. Donc c'est vraiment le truc comme ça. Alors que si tu fais des sprints, tu fais vraiment une séance de fractionné, ça te crève un peu moins. Tu sens que ça gêne moins quand même la prise de muscle, même si ça te fatigue. Tu sens que ça te crève quand même moins. Et là, je vois d'ailleurs avec le kayak, avec tout le kayak que je fais, je vois que ça joue quand même sur le haut du corps, quoi. Tu sens que tu crèves, quoi. C'est sûr. Et donc du coup, on en revient à ce que tu disais. Donc il y a le CrossFit en compétition avec les meilleurs athlètes mondiaux qui ont non seulement des performances physiques exceptionnelles et qui en plus ont un physique exceptionnel et un peu presque étrange par rapport à leur pratique sportive et si jamais on considérait qu'ils soient naturels. Eh bien, s'il faut dire, ça va peut-être vous parler. On a fait un podcast sur naturel en musculation. Quel objectif peut-on obtenir, peut-on avoir? Et cette année, donc Elsa sur sa page a montré que les qualifiés au CrossFit Games, donc pour la finale qui a lieu, je crois, fin juillet, avaient un ratio de taille plus 12. Donc c'est-à-dire que Fabrice, qui fait 1m81, s'il devait se qualifier au CrossFit Games, s'il était qualifié, il ferait à peu près 93 kg et pratiquement sec. Les crossfitters sont assez secs, notamment au niveau mondial. Donc autant dire que
pour rebondir sur le côté du naturel, on peut déborder un peu là-dessus. Il faut avoir conscience que la prise de masse musculaire, lorsqu'on prend des produits dopants, est énormément facilitée. Comme vous le savez, on sort avec Julien un livre qui s'appelle Le Guide de la musculation naturelle, donc que j'ai sous les yeux, et dedans on a fait une partie justement sur les produits dopants, les études scientifiques qui recensent les effets des produits dopants, et on a trouvé justement beaucoup d'études qui montrent que prendre des produits dopants sans s'entraîner font prendre plus de muscles sur 6 semaines pour la majorité des individus que de s'entraîner 6 semaines sans prendre de produits dopants. Donc ça clarifie un peu les choses sur le crossfit. Alors après, la différence de la musculation pour l'apparence, le bodybuilding, en crossfit, il faut quand même énormément s'entraîner parce qu'il y a pas mal de ce qu'on appelle de skills, de techniques à maîtriser, faire des double under, faire des dips aux anneaux, faire des muscle up, faire de l'haltérophilie, etc. C'est quand même des choses qu'il faut apprendre. Il y a quand même une grosse part de technicité qui, même si on prend des produits, ne vient pas comme ça, quoi. À contrario de la prise de masse musculaire. Et c'est là qu'il faut avoir conscience que quel que soit le sport à haut niveau, le dopage est bel et bien présent, notamment quand on assiste à des physiques hyper bodybuildés qui sont très peu atteignables, d'une part naturellement, à part par vraiment les plus doués d'entre nous, et encore taille plus 12 sec, bon, j'en connais très très peu, autant dire que j'en connais pas. Donc depuis qu'on a les forums, donc Smart Weight Training et Super Physique, on n'en a pas vu. Mais bon, on n'a pas tout vu. Mais c'est sûr qu'à haut niveau, voilà, il faut avoir conscience du dopage. Et notamment quand on fait des sports en plus qui ne prédisposent pas, des activités physiques qui ne prédisposent pas à avoir une grosse masse musculaire, ben forcément... Voilà, et donc ça amène au deuxième point, c'est qu'il peut y avoir des gens qui regardent en gros ces compétitions et ils se disent « Ah bah génial, moi je vais faire du crossfit, comme ça non seulement je serai un super athlète et en plus j'aurai le physique. Alors que si je me tourne vers la musculation pure, j'aurai que le physique et puis je serai pas un super athlète. » On peut dire que c'est un peu le raisonnement qu'ils ont. Ah oui, bah c'est ça. Et c'est pourquoi il faut remettre ça dans le contexte du pratiquant naturel, c'est-à-dire... Vous qui nous écoutez, c'est-à-dire la personne qui démarre peut-être la musculation aujourd'hui ou qui en fait depuis quelques années, qui a un travail, une vie de famille, etc., qui a des contraintes, encore une fois, tout comme nous, et qui ne veut pas se consacrer à 100% à l'activité CrossFit comme le font tous les qualifiés au CrossFit Games, ça c'est leur travail. Tous ceux qui sont qualifiés au CrossFit Games, c'est des personnes qui ont soit une box, soit qui sont coachs dans une box, donc dans une salle de CrossFit, c'est comme ça que ça s'appelle, et donc qui sont à temps plein en fait, qui sont sportifs professionnels, qui travaillent leur récupération de manière active, qui s'entraînent plusieurs fois par jour, donc des petits circuits, des petits entraînements pour bien récupérer, qui peuvent faire des siestes, qui vont chez le kiné se faire masser, enfin bon, qui ont tout ce qu'il faut pour être professionnels. Donc là aussi, ça distingue du pratiquant, comme je disais tout à l'heure, qui est naturel, qui débute peut-être aujourd'hui, et qui se dit, voilà, moi je veux avoir ce type de physique-là et être complet pareil. Et la réalité des personnes que je connais qui ont fait du crossfit, etc., c'est que, très peu arrivent à vraiment se transformer physiquement, du moins en s'entraînant 3 fois 45 minutes par semaine ou 3 fois 1 heure. Même en musculation classique, c'est peu. Et là, en crossfit, étant donné qu'on répète peu souvent les mêmes gestes, qu'il n'y a pas d'exercice d'isolation ou très rarement hors saison pour prévenir les blessures, que le volume d'entraînement est un peu faible, etc., ben, du moins d'un point de vue local, ben, la prise de muscle n'est pas au rendez-vous. Alors certes, on a une meilleure condition physique, on est un peu moins gras, on peut même être sec si on fait attention à son alimentation, qu'on mange moins que ses besoins, si on a un peu de poids en trop, etc. Mais pour ce qui est de la prise de masse musculaire, pour le pratiquant naturel, malheureusement, c'est quand même assez limité. On avait fait un podcast avec Fabrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait les 3 facteurs de l'hypertrophie, où on vous expliquait justement qu'il fallait réunir 3 facteurs indispensables et les conjuguer entre eux pour justement optimiser la prise de masse musculaire chez le pratiquant naturel. Fabrice, te souviens-tu de ces 3 facteurs ? Moi je sais. Donc, nous avons le stress mécanique, donc c'est-à-dire en gros le poids qu'il y a sur la barre, le stress métabolique, ça va être on va dire le volume d'entraînement, la durée de la série, le nombre de séries, et la progression, c'est-à-dire le fait d'augmenter les poids à chaque entraînement. Voilà les 3 principaux facteurs que Rudy a identifiés. Il y a d'autres
comment dire, Michael Golding, lui, il a identifié 5 facteurs. Donc lui, je crois qu'il rajoute la phase négative ou d'autres éléments, mais nous, ce sont ces 3 facteurs-là qu'on pense qui sont les plus principaux et qui doivent être utilisés pour vérifier, comment dire, l'efficacité de son entraînement. Voilà, l'efficacité de son entraînement, tout à fait. Et maintenant, donc, si on analyse l'entraînement des crossfitters, ou du moins du pratiquant de crossfit lambda, à ne pas prendre pour une insulte, hein, c'est juste pour dire l'entraînement classique, effectivement, si on fait un entraînement de force ou d'haltérophilie, la tension mécanique est exacerbée par rapport au stress métabolique, les charges sont très lourdes, mais il n'y a pas assez de stress métabolique pour générer une croissance musculaire équivalente à la progression, de manière proportionnelle pour chaque individu, encore une fois. Si on fait plus du stress métabolique, etc., ça va être de l'entraînement cardiovasculaire, donc la tension mécanique va être trop faible. Donc, encore une fois, les gains musculaires ne vont pas être au rendez-vous. Et quant à la progression, si elle se fait dans les extrêmes, encore une fois, la prise de masse musculaire ne peut pas être au rendez-vous. Et c'est pourquoi, effectivement, il faut bien considérer que le crossfit, c'est un sport dont le but est d'y performer et où la prise de masse musculaire, comme n'importe quelle activité physique, est secondaire. Le but, c'est vraiment de performer sur les exercices qui vont être demandés en crossfit. Donc, l'imprévisible, encore une fois, on a déjà vu des épreuves au CrossFit Games où il y avait de la natation, où il y avait des trails à faire, il y a vraiment des épreuves auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est pourquoi, si on cherche aujourd'hui à se transformer physiquement, le CrossFit, c'est sans doute pas le meilleur sport à faire. Et c'est pourquoi vraiment déterminer ses objectifs, c'est très très important. Maintenant, je voulais revenir sur l'importance quand même de la génétique, des antécédents, de la morphoanatomie, etc. pour expliquer les résultats de certains. Je pense que c'est important, encore une fois, d'avoir en tête que les plus doués d'entre nous ne sont pas les personnes sur lesquelles il faut prendre exemple. Je sais que, et vous le savez aussi certainement, que dans cette société, ce qu'on fait, c'est que souvent il y a un champion, et on regarde ce qu'il fait, et on se dit, tiens, je vais faire comme le champion. Si ça marche sur lui, ça devrait marcher sur moi. Sauf que, dans la réalité, le champion, c'est le champion parce qu'il n'est pas comme vous, justement. Vous êtes sans doute comme nous, c'est-à-dire pas très doué. Vous en avez chié pendant des années, vous nous écoutez justement parce que vous avez du mal à progresser. Si vous étiez très doué, vous ne seriez pas là à nous écouter. Il y aurait peu de chance. Et donc, la réalité, c'est que pendant longtemps, avant que le CrossFit puisse se pratiquer dès le plus jeune âge, avant que ça se démocratise réellement, les champions de CrossFit, en fait, venaient d'autres sports. C'est-à-dire qu'ils avaient des antécédents sportifs. On a parlé dans le podcast sur la morphoanatomie, que j'avais fait avec Arnaud. Ils avaient des antécédents sportifs très importants. Ils avaient évolué, notamment s'ils sont des Américains où le sport est vraiment exacerbé quand on est à l'université ou même avant au collège. Eh bien, on fait du sport tout le temps. Et donc, ces activités-là, en fait, quand on les fait lorsqu'on est enfant et adolescent, vont nous aider à nous développer musculairement ensuite, vont en quelque sorte nous faire gagner du temps. Vous devez savoir que lorsqu'on fait un geste, en fait, celui-ci s'emmagasine dans notre mémoire, dans notre système nerveux, et plus on va répéter un geste, plus on va par exemple solliciter un muscle, et plus on va avoir de facilité à le recruter par la suite. Pareil, si on est habitué, je sais pas, j'ai des conneries, on fait du volley pendant qu'on est gamin, on est sans arrêt en train de sauter, le jour où on se met au squat, on va forcément avoir des facilités à recruter les quadriceps. C'est des choses qui sont assez simples à comprendre, et pendant longtemps, donc les champions de CrossFit avaient de gros antécédents, à défaut d'avoir pratiqué le CrossFit en étant plus jeunes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la morphoanatomie. On en parle régulièrement, mais si on analyse les meilleurs crossfitters, donc moi je les analyse un peu morphoanatomiquement, c'est ce que j'appelle des dinosaures. Je sais pas si tu as regardé un peu leur physique, Fabrice, mais ils ont tous, ou presque, alors il y a toujours des exceptions, mais ils ont tous des bras courts et des jambes courtes, en comparaison du buste. Donc, ce type de physique, ça prédispose à performer sur l'exercice de poussée. Il faut le dire, et comme l'exercice de poussée, c'est la majorité des exercices, forcément, ça aide pas mal. Alors après, en général, on est moins prédisposé à faire des exercices de tirage, mais ça peut être compensé, et c'est souvent compensé, on le voit chez les crossfitters, si vous analysez leur physique, par des biceps qui sont longs, des gros avant-bras, etc. Donc ils arrivent à compenser leur morphologie osseuse par une anatomie musculaire qui les avantage également sur les exercices à la base pour lesquels ils ne seraient pas faits osseusement. Donc c'est quand même, on retrouve quand même des prédispositions qui sont assez incroyables pour le niveau, mais qu'en fait, dans n'importe quelle discipline,
Et ce qu'il faut dire, encore une fois, pour décourager personne, mais ce qui est la réalité, c'est que si on n'a pas la bonne morphoanatomie, si on n'a aucun antécédent, qu'on n'est pas spécialement doué, etc., c'est pas qu'on va pas y arriver, qu'on va pas progresser, etc., mais c'est que l'accès au haut niveau va forcément être beaucoup plus compliqué, surtout si toutes les personnes qui sont douées, de base, s'y mettent à la même intensité que vous, avec la même implication, la même volonté, etc., même si on sait que la performance globale dépend d'une multitude de facteurs et ne dépend pas que des antécédents, de la morphoanatomie, etc., même si ça joue énormément. Toi, Fabrice, on en avait déjà parlé, mais quand tu étais plus jeune, tu as fait beaucoup de vélo, je crois, et tu as justement des facilités à développer tes cuisses. Voilà, oui, c'est un exemple, effectivement. J'allais à l'école en vélo tout le temps, je me déplaçais en vélo, et comme de fait, maintenant j'ai des facilités pour les cuisses, mais après, ça peut être aussi morphologique parce que j'ai le fémur qui est court, donc du coup, je réagis bien au squat, quoi. C'est toujours difficile de savoir ce qui relève de l'antécédent que de la morphologie, mais il y a quand même quelque chose qui me surprend, c'est quand tu regardes les gens qui postent des photos de nos jours sur le forum Superphysique, j'ai l'impression que souvent c'était des gens qui étaient adolescents moins sportifs que nous on l'était, et j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas un gros niveau de musculation, même après 2 ou 3 ans de pratique. Plusieurs fois, j'ai vu des gens qui ont posté des photos là ces derniers mois, et je trouve qu'ils sont, désolé de le dire, mais ils sont pas terribles quand même après 3 ans de pratique. Et quand on demande le programme d'entraînement, des fois il est pas si pourri que ça. Mais bon, voilà, quand tu démarres la muscu à 20 ans, en ayant été sédentaire et avec une mauvaise alimentation pendant les 10 années précédentes, c'est vrai que tu as plus de mal pour prendre. Donc je pense que c'est un exemple qui le montre. Ouais, c'est un bon truc à dire aussi, mais et ça permet de relativiser aussi, de se dire, si t'as rien fait pendant 20 ans de ta vie, évidemment ça va être compliqué. Et la réalité, c'est qu'il va te falloir 10 ans d'implication, de vraie implication, en t'intéressant à comment ça fonctionne, etc., pour vraiment te transformer physiquement avec la musculation. Alors si tu fais du crossfit, là, si tu veux vraiment être musclé, etc., là, effectivement, ça va être encore plus compliqué, quoi, étant donné que l'entraînement de type crossfit ne répond pas spécialement aux impératifs, aux facteurs indispensables de la prise de muscle. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, moi j'ai remarqué aussi autre chose, et j'avais fait un podcast là-dessus, c'est que j'assiste, en fait, j'ai l'impression que les gens, en fait, ne forcent plus. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que quand nous, on était plus jeunes, on avait cette notion, en fait, de difficulté, on savait que ça allait être dur, et puis on forçait, en fait. Tu sais, même si on n'est pas spécialement doué, on forçait, on s'impliquait, etc. On finissait nos séries. En fait, ce qui nous arrivait, c'est qu'on forçait plutôt trop que pas assez. Et là, quand je vais d'autres fois dans des salles, comme là j'avais été à un fitness park, je vois les gens arrêter leur série en fait, et ils sont très très loin de forcer en fait. Et tu parles avec eux, ils disent putain, j'ai forcé comme un fou, j'étais à fond. Puis moi je vois le truc, je dis mais pas, tu faisais le double de répétition derrière si je te mets. Moi j'aimais bien l'expression de Yann qui disait si je te mets un flingue sur la tempe, tu vas voir que tu vas faire plus de reps. Et il avait raison quoi. Et je crois que c'est plus ça en fait, c'est que les gens, à défaut d'avoir le bon programme en fait, bon, ils ont peut-être déjà pas la bonne stratégie de progression, les bons cycles de progression, etc. Ils n'ont peut-être pas bien compris le truc. Et ça va être accessible maintenant avec le livre, le guide de la musculation naturelle. Mais surtout, je pense en fait qu'il y a un manque d'implication. Et c'est pour ça que des diètes, on voit souvent des diètes à la mode comme l'IFIM ou des entraînements exotiques. On avait fait un podcast sur les programmes exotiques, sont populaires parce que ça fait rêver, ça fait croire, en tout cas, qu'on peut avoir des résultats sans s'impliquer vraiment à fond. En disant, ouais, je peux manger des petites crasses tous les jours, je peux ne pas m'entraîner à fond, il faut juste que je gigote un petit peu à la salle et ça suffit. Alors qu'en fait, pour avoir des résultats, moi je me souviens mes premières années, mais on forçait, je sais pas toi Fabrice, mais moi je forçais comme un malade. Hein. Je me souviens, on finissait, j'étais mort, quoi. Je forçais vraiment trop, et c'est d'ailleurs ce qui m'a valu de pas progresser pendant un petit moment. Mais je crois que c'est plus ça en fait. Je pense que. Ouais, je me souviens que des fois, une série qui n'était pas une série dégressive, on considérait que c'était pas une série. Ouais, mais c'est ça. Et il y avait Nico avec qui on était bien potes qui disait justement, lui, une série qui n'est pas à l'échec est une série d'échauffement, quoi. Et tu vois, pendant longtemps on a pensé comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même si on ne recommande pas d'aller à l'échec la plupart du temps, sauf parfois en fin de cycle de progression, voilà, si on veut vraiment valider un objectif, que ça a été pris, ça a été complètement déformé et que les gens ne forcent plus, quoi. Alors d'un côté, ça fait moins de blessures. Si les exercices sont bien choisis, encore une fois, par rapport à soi-même, qu'on arrive à se comprendre, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a plus, ce truc de je force, etc. Et c'est pour ça, je pense que les gens n'ont pas, beaucoup de personnes n'ont pas un bon physique après 2-3 ans d'entraînement, alors qu'ils devraient déjà avoir une belle petite transformation parce que
ils ne forcent pas. Et d'ailleurs, moi, c'est un des trucs que je vois également sur les vidéos de mes élèves quand ils me les envoient au début des suivis. Et je dis, mais je demande des notes de difficulté en fait, suivant les exercices. Et je vois les vidéos et des fois, je vois 10 sur 10. Ouais, je dis, putain, le mec est à fond. Et je vois la vidéo, pour moi, c'est du 2 sur 10. Mais vraiment, hein. Et donc, même la personne, quand elle voit la vidéo, en fait, comme elle n'a jamais été habituée à forcer, elle a une mauvaise perception de son effort. Elle se rend pas compte, en fait, que. Mais elle en a beaucoup sous le pied, quoi, en fait, hein, mais vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et je pense que ça explique ce que tu dis, quoi, c'est que, ouais, on voit pas. Ouais, donc d'après toi, ce serait pas que les antécédents, mais aussi la manière dont ils s'entraînent en salle. Mais alors, pour le coup, ça plaide en faveur du crossfit, parce que là, avec le crossfit, normalement, tu es encadré, tu as l'émulation du groupe, et du coup, tu es censé forcer à l'entraînement, transpirer. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a une partie des pratiquants, c'est ça qu'ils recherchent, et pour le coup, tant mieux si c'est leur motivation de se défouler à la salle. Et peut-être que dans ce cas-là, effectivement, entre faire du crossfit, on va dire, correctement puis en forçant, on aura peut-être plus de résultats que faire de la musculation sans trop se casser la tête. Peut-être que le fait que ce soit encadré amènera plus de résultats physiques, même si à la base la musculation aurait dû en donner plus, peut-être. Ouais, non, mais après, ce qu'il faut dire également au CrossFit, et ça, on n'en parle pas souvent, et d'ailleurs, j'ai vu là récemment que je ne sais plus quelle organisation américaine, j'ai plus le nom exact, avait perdu son procès contre le CrossFit. Ils avaient dit que le CrossFit, justement, était l'activité sportive la plus destructrice, celle qui se faisait le blesser le plus. Et en fait, il s'est avéré des années plus tard que en fait, les résultats de leurs recherches avaient été tronqués exprès pour décrédibiliser le CrossFit. Donc après, de notre expérience, ce qu'on peut dire, c'est que si le CrossFit est bien encadré, effectivement, il y a peu de chances de se blesser. Mais maintenant, dans la réalité, il faut dire que lorsque tu dois faire un effort le plus rapidement possible et que la performance passe avant l'apprentissage technique, la bonne technique, surtout sur des exercices complexes, hein, où tu es en instabilité, par exemple des dips aux anneaux, où tu fais de l'haltérophilie, etc., des trucs qu'il faut vraiment maîtriser pour pas se blesser, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que il est plus facile de se blesser en faisant du crossfit qu'en faisant de la musculation de manière classique et intelligente. Mais encore une fois, je pense que c'est ces dérives-là, en fait, c'est le crossfit mal fait. Encore une fois, c'est toujours cet objectif de la performance quand on débute, l'ego mal placé qui fait qu'on se blesse. Mais si c'est bien fait, ce qui a bien fait, une fois qu'on prend son temps et qu'en plus on est adapté, on va dire morpho-anatomiquement aux exercices qu'on va faire, c'est mieux. Maintenant, si on est une sauterelle, qu'on a des fémurs longs, qu'on a des bras longs, des muscles courts, etc., forcément, le crossfit va pas aider et va même plutôt favoriser la blessure que l'entraînement de musculation où on peut adapter l'amplitude, vraiment adapter le choix des exercices. En crossfit, tu es obligé de faire du squat ou du squat avant. Tu es obligé de faire du soulevé de terre. Tu es obligé de faire de l'haltérophilie. Du moins, si tu veux faire des compétitions. C'est peut-être là l'erreur, peut-être pas faire de compétition, mais alors qu'en muscu, comme en général, il n'y a pas, en musculation classique, il n'y a pas de compétition, à moins de faire les Super Physique Games, si un exercice te fait du mal, tu vois que t'es pas fait pour, ça te fait pas du bien, etc., tu le fais pas, et tu réduis drastiquement ton risque de blessure quand même. Alors sinon en salle, il y a ce qui est à la mode aussi, ce sont les circuits training là, qui se basent soi-disant sur l'high intensity interval training, et la prémisse que quand tout est enchaîné, avec différentes intensités dans l'enchaînement, tu vas pareil prendre du muscle et perdre du gras plus rapidement que si tu faisais juste un entraînement de musculation et un travail cardiovasculaire classique. Et donc le CrossFit s'inspire un peu de ça aussi, en tout cas des fois dans la pratique telle que je le vois dans les salles. Et donc je me demandais ton avis là-dessus, à ce sujet, Rudy. Il est malin, Fabrice, parce qu'il me pose des questions dont il a déjà les réponses. Ça, c'est un bon, c'est un bon, comment on peut dire, co-animateur de ce podcast. C'est toujours pareil. En fait, je crois qu'on en avait parlé dans l'article sur, ça s'appelait quel est le temps de récupération à prendre entre chaque série, qui est sur Super Physique. Comme d'habitude, je mettrai des liens sous le podcast pour aller avec ce podcast. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est essoufflé, qu'on démarre rapidement un effort, etc., ce qui se met en place, c'est ce qu'on appelle une dette d'oxygène. C'est-à-dire qu'on manque d'oxygène, etc. Et donc après l'effort, en fait, il faut en quelque sorte rembourser cette dette d'oxygène. Et donc on va
brûler des calories donc pendant, mais également après pour rembourser cette dette d'oxygène. Et encore après, si on a fait des dégâts musculaires qu'il va falloir réparer. Donc c'est un peu de ça que l'idée de perdre plus de gras, etc. vient pour le HIIT. Mais c'est toujours pareil, la perte de graisse, c'est pas juste une histoire de faire un type d'effort, c'est une histoire d'alimentation déjà, manger sainement, un peu moins que ses besoins, etc. J'ai d'ailleurs eu une question aujourd'hui, je sais pas si tu as vu sur le forum Superphysique qu'on anime gratuitement tous les jours. J'ai un topic en fait où vous pouvez me poser vos questions et je vous réponds, et qui demandait justement l'intérêt du cardio au régime. Donc pour resituer un peu l'histoire, je crois que c'est Daol, son pseudo, dit qu'il mange 2000 calories et qu'il ne maigrit plus. Et il se demande donc l'intérêt du cardio pour brûler 500 calories de plus par jour, plutôt que de manger 500 calories de moins. Est-ce que c'est un intérêt pour lui de faire du cardio ou mieux vaut manger moins? Et mon avis est assez simple, c'est qu'il vaut mieux manger moins. Plutôt que de rajouter une activité sportive alors qu'on est déjà en sous-calories et surtout un effort qui ne va pas dans le sens de la prise de muscle. Tout à l'heure on a parlé d'interférence en termes de type d'effort, mais si le but, encore une fois, est clairement défini, c'est d'être le plus musclé possible, d'être sec, de conserver un maximum de muscles au régime, etc., dans ce cas-là, tout ce qui est activité cardiovasculaire n'est pas la priorité. Il faut bien le dire, et n'intervient qu'en dernier ressort, lorsqu'on mange déjà peu, qu'on n'a pas envie de manger moins, et qu'on envisage plus de passer par une augmentation de ses dépenses caloriques plutôt que par une diminution de ses apports caloriques. Mais c'est plus ça en fait, le régime. Est-ce qu'on brûle plus de calories en faisant du HIIT? Bah tout dépend encore une fois, et aussi de la durée de la séance. C'est de quelle séance on parle? Si on fait du Tabata sur 8 minutes, bah on va rien brûler du tout quoi. Hein. T'as pas le droit de manger. Tu peux pas manger un carré de chocolat après quoi. C'est pas comme dans Professeur Folding. Tu connais ce film, Fabrice? Non, je connais pas. Donc Professeur Folding, c'est un film avec Eddie Murphy où il fait tous les rôles et donc il est gros, il est vraiment obèse et il va à la salle de sport pour perdre du poids et en fait entre chaque série, il mange un morceau de barre au chocolat. Donc bah forcément il maigrit pas. Puis à la fin dans le film, il trouve un sérum, donc je vous tease, il trouve un sérum pour le faire maigrir. Et d'un coup il se transforme en beau gosse quoi. Mais donc tout ça pour dire que voilà, tout dépend. Si on fait une demi-heure de 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, ah ouais là on va brûler des calories quoi. Mais je suis pas sûr que ça aidera à être en meilleure forme, avoir une meilleure condition physique, un meilleur cœur on va dire, être moins essoufflé. Mais ça va pas aider à être plus musclé de manière directe. Après, ça peut aider sur le moyen et long terme, en ayant une meilleure condition physique, en récupérant un peu plus vite. Mais encore faut-il aimer ce type d'effort et s'y astreindre régulièrement pour vraiment bénéficier de ses effets. Mais sur le court terme, c'est plutôt contre-productif. Mais je t'ai posé la question parce qu'en fait c'est assez à la mode là, ce high intensity interval training et les circuits training dans les salles. Donc je sais pas si on peut étiqueter les circuits training en question comme CrossFit parce que les pratiquants n'ont probablement pas l'intention de faire des compétitions CrossFit derrière et on les voit pas faire des mouvements d'haltérophilie, mais on les voit, comme je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, mélanger du gainage, des agitations des bras avec des cordes, des tractions, des pompes, tout ça pendant 30 minutes. Sans repos, avec la prémisse effectivement de développer à la fois une bonne condition physique, d'être plus musclé et d'être plus sec. Et donc c'est en totale opposition avec la manière dont on s'entraînait par le passé pour la musculation, qui était de dire on s'entraîne pour la prise de muscle avec la musculation, donc 3 ou 4 fois par semaine, et après on complète pour brûler des calories en faisant du cardio à basse intensité, pas trop se fatiguer, mais uniquement pour pouvoir brûler des calories. Et en fait, à l'heure actuelle, on fait exactement l'inverse en fait avec cette high intensity interval training, dont le CrossFit est un peu une inspiration ou l'inverse, mais bon, c'est un peu la. Non mais c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, encore une fois, ça provient d'une mauvaise compréhension des différents substrats énergétiques, j'ai envie de dire, de ce qu'on utilise en fonction de l'effort, parce que tu vois, les bodybuilders pro, encore une fois, ils font tous du cardio à basse intensité et ils s'entraînent en musculation pour prendre du muscle, etc. Ils vont pas faire de HIIT en fait, parce qu'on sait que lorsqu'on fait un effort de basse intensité, l'énergie qui est utilisée, c'est essentiellement du gras. Alors j'ai plus les pourcentages en fonction de la fréquence cardiaque, mais je crois qu'il faut être vraiment très très bas pour brûler du gras. Mais c'est pour ça que les mecs font de la marche, ils font de la marche rapide, et c'est ça qui leur fait brûler du gras, ça brûle un peu plus de calories, et comme tu le dis, ça fatigue moins. Alors que si tu fais du HIIT, donc high intensity training, non c'est quoi
C'est comme ça? High Intensity Interval Voilà, Training. c'est ça. Je confonds avec Arthur Jones. Ouais, je Voilà. sais moi aussi. Voilà, mais et qu'en plus tu fais de la muscu, mais en fait, et que tu es au régime, en fait tu vas vite crever quoi. Car si tu as plein de contraintes autour et que tu n'es pas habitué à ce type d'effort, que tu n'as pas trop d'antécédents sportifs, ben tu vas vite sentir le contre-coup en fait. Donc c'est pas quelque chose qu'on recommande quoi. Et un autre inconvénient de ces circuits training, donc c'est certes t'as l'émulation du groupe puis t'es encadré par quelqu'un quand t'es dans une salle, mais le problème c'est que tout le monde fait exactement les mêmes exercices sans vraiment tenir compte des spécificités de chacun. Donc au final, je suis pas sûr aussi que ce soit bon pour tout le monde et j'ai peur qu'il y ait pas mal d'éléments contre-productifs et puis qu'au final, à mon avis, il y a des déceptions pour ceux qui pratiquent ce type de circuit dans l'espoir d'avoir à la fois les abdos, les pecs et la condition physique. Bah, c'est sûr que si tu pratiques encore une fois une activité sportive sans bien définir tes objectifs au début, bah, tu ne peux être que déçu. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que si t'es pas fait par exemple pour le crossfit, pour l'haltérophilie, pour la force athlétique, etc. Et souvent c'est vrai que tu combines un peu tout ça, t'es pas fait pour, bah en fait tout ce qui va se passer c'est juste une meilleure condition physique, pas beaucoup plus de muscles, beaucoup de points faibles, donc encore ce qui va prédisposer, comme tu disais en début de ce podcast, à des blessures plus importantes. Et malheureusement, des blessures également par la pratique des exercices dits dangereux. D'ailleurs, dans le livre, encore une fois, j'ai une autre pub, mais on a mis la liste des exercices à éviter, du moins à éviter de faire en cherchant à progresser dessus. On peut les faire pour la mobilité, voilà, etc., pour la santé comme ça, mais ça va en surprendre plus d'un, je pense. Mais c'est vrai que souvent, en plus, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est un problème d'ego, c'est que si le champion fait un exercice, on se dit, bah voilà, moi je vais faire le même exercice, je vais faire le même circuit, je vais faire le même truc, etc. Et c'est comme ça qu'on finit par se blesser, par se faire mal, etc. Donc, Enfin, nous on faisait la même chose quand on faisait du rowing Dorian Yates en voulant faire comme Dorian Yates. Ah oui, bien sûr. On a fait un peu pareil. Ah non, mais on a fait toutes ces... j'ai mis une citation aujourd'hui sur mon Twitter, je vais la relire parce qu'elle est importante. Et je pense qu'elle va te parler aussi. Alors, elle est où? Elle est là. Donc c'est de Niels Bohr, c'est un prix Nobel, un physicien danois qui dit: un expert est une personne qui a fait toutes les erreurs qui peuvent être faites dans un champ étroit. Et je trouve que ça nous définit pas mal. Donc je pense pas qu'on ait fait toutes les erreurs encore, mais on en a fait beaucoup. Et encore une fois, quand on dit voilà, les erreurs, ceci, nanana, c'est des trucs par lesquels on est passé en fait. Hein. Le rowing Yates, on l'a fait en trichant. Car moi je l'ai fait en trichant comme d'un porc. Nico, que j'ai interviewé la dernière fois, pareil, il faisait du rowing Yates à 140 ou 160. C'était des sauces sur place. Car on en a fait des trucs à la con. Hein. Donc, je trouve que la citation était très très bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai noté. Mais oui. En fait, on est passé par toutes ces erreurs, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de vous conseiller au mieux en fonction de vos objectifs. Et on s'inscrit plus dans l'objectif de la prise de muscle pour le pratiquant naturel, d'arborer un physique en accord avec ses objectifs et surtout sans se blesser, en durant, en prenant soin de soi, etc. Dans une optique également santé et pas que performance aveugle où l'ego prendrait le dessus sur la raison. Puisqu'on est dans le débat l'un et l'autre, moi j'aurais répondu différemment à la personne qui a posé la question sur le forum avec l'histoire des 500 calories, même si c'est pas directement lié au crossfit. Et je vais te dire pourquoi. C'est qu'en fait, si on parle de personnes qui sont relativement actives, comme toi tu l'es, Rudy, il faut peut-être mieux abaisser les calories. Mais si on parle d'une personne qui est sédentaire absolument toute la semaine, qui est assis tous les jours à son travail, tous les jours le week-end, et que sa seule activité, entre guillemets, c'est 3 séances de muscu par semaine, et qui veut perdre du poids puis qui n'en perd pas à 2000 calories, moi je pense que plutôt que de descendre à 1500 et peut-être risquer d'avoir des carences, même si elles peuvent être compensées par des compléments de vitamines ou de minéraux. Par les suppléments super physiques et notamment super vitamines qui viennent de sortir. Voilà, donc il peut compenser une partie de ses carences en prenant des compléments, mais je pense que quand on est dans cette quand on est dans cette condition-là, je pense qu'il faut rajouter du cardio. Même si on appelle cardio juste le fait de faire 30 minutes de marche rapide par jour, là comme recommande le gouvernement, c'est un peu coucouille, mais je pense qu'il faut le faire dans ce cas-là, tu vois. Dans ce cas-là, il faut en faire du cardio. Non mais 30 minutes de marche, ouais, parce que
Moi, 30 minutes de marche par jour, ça me paraît normal en fait. Je me dis bon. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, ce que toi tu vois normal ou ce que nous on voyait normal avant, je pense que ça l'est pas aujourd'hui. Et avant de dire à la personne, il faut mieux couper les calories plutôt que d'ajouter du cardio, faudrait déjà être sûr de ce qu'il fait dans la semaine. Parce qu'en fait, il y en a qui marchent même pas 30 minutes par jour. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il fasse un petit truc cardio. Quoi. Oui, Sinon, mais on appelle il pas ça perd du... bon. La marche, on appelle pas ça du cardio. Au moins, il faut qu'il fasse une activité qui transpire. Parce que comme tu l'as dit, même dans les salles de muscu, c'est pas souvent qu'on voit les gens transpirer. Et c'est pour ça que là, pour le coup, c'est un point fort donc du crossfit et des circuits training, c'est qu'on voit quand même que les types se forcent un peu pendant 30 minutes. Alors qu'en muscu, c'est pas toujours le cas. Donc au moins, si le type transpire pas pendant sa séance de muscu, qu'il transpire un peu en marchant rapidement ou en faisant un petit peu de vélo. Parce que sinon, c'est pas 500 kilocalories qu'il va falloir descendre, c'est descendre à 1000 en fait. Tu vois Ouais, non, mais là, je suis d'accord. C'est sûr que pour moi, dans ma tête, mais tu te rends compte, c'est là où on en est rendu quand même, c'est que marcher 30 minutes est devenu du sport. Bah ouais, mais je pense, parce qu'en fait, les physiques qu'on voit en photo, vidéo, là, sur le forum Superphysique, je pense que c'est des gens qui font vraiment pas beaucoup de marche, très peu d'activité cardiovasculaire, parce que ça se devine à la qualité de peau qu'on voit sur les photos. Alors bon, j'exagère peut-être un peu, mais quand on fait un minimum de sport et qu'on mange un minimum bien, il y a une qualité de peau qui est pas la même que quand tu manges mal et que tu fais absolument aucune activité cardiovasculaire, juste de la muscu qui mangeait pas bien, ça donne une peau pas jolie. Et c'est ce que je vois sur les photos. Alors Ouais, tu vas ouais. dire que je psychote, mais Non, mais non, t'as raison, mais après, parce que moi, je préfère manger que faire du sport en plus, mais j'en fais déjà tellement en fait que bon, je préférerais. Ouais, je préférerais. C'est vrai que moi, je mange pas mal, donc. Mais après, faut voir, j'ai pas creusé la question, mais il faudrait voir combien il pèse, etc. pour voir, mais. ah ouais ouais. Mais ça me Bah, paraît. Si tu fais 60 kilos, manger 1500 calories pour maigrir, bon. Mais bon, 60 kilos et si t'es gras, c'est que t'es pas très grand, mais bon, c'est bien possible hein, maintenant. Avec la mode du skinny fat, tout est possible. Alors du coup, si on recentre sur le crossfit, donc on dirait que la personne qui fait du crossfit parce qu'elle aime ça, puis qu'elle a envie de concourir au crossfit, ou simplement qu'elle aime bien les entraînements de crossfit, tant mieux pour Tant elle. mieux, bah c'est bien, tant mieux, c'est bien. Voilà. Par contre, la personne qui fait ça, elle n'a pas tellement d'affinité pour le crossfit, mais elle pense que elle va progresser plus vite pour améliorer son aspect corporel avec le crossfit. Ça, c'est déjà moins sûr. Bah c'est moins sûr que par rapport à un entraînement de type super physique qu'on recommande avec la progression en conjuguant les trois facteurs principaux de l'hypertrophie, etc. Ça c'est sûr. Voilà, que par rapport à un entraînement de musculation bien fait. Voilà. Donc c'est la conclusion du podcast. Après, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice. Non. Mais voilà, je pense que c'était important de faire le point parce que à une époque, il y avait pas mal de débats là-dessus, etc. Et là, en fait, je viens de réécrire un article sur mon site. Je suis retombé dessus, en fait, et il était mal écrit. Donc, je l'ai réécrit. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait intéressant qu'on en reparle pour, encore une fois, faire notre spécialité qui est de lutter contre toutes les idées reçues possibles. Donc, encore une idée reçue, si elle existe encore, de maltraiter. Voilà, mais nous on n'a rien contre le crossfit. Ah non, on n'a rien, mais moi j'aime bien regarder en fait. Hein. J'ai vu tous les documentaires qui étaient sortis au fil des années. Là, je regarde un peu de loin. On a un Français cette année qui est qualifié, Will George, qui est qualifié justement au CrossFit Games, etc. Donc super. On avait Framboise qu'on a sponsorisé pendant une année également pour les CrossFit Games. Je crois que c'était, je sais plus la catégorie, c'était en master, je sais plus combien. Donc pareil, moi je regarde ça de loin. Je trouve ça, c'est vachement intéressant à voir. Hein. Mais effectivement, bah, voilà, c'est pas l'idéal pour la prise de muscle. Et encore une fois, il faut bien définir ses objectifs pour déterminer ce qu'on doit faire pour y arriver. Voilà pour ce podcast. Donc, comme d'habitude, si vous trouvez que ces podcasts sont super et que nos anecdotes de vieux sont encore plus géniales, nous vous invitons à nous laisser un petit commentaire directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC en tapant Super Physique Podcast et en laissant une petite note de 5 étoiles et un commentaire positif. J'ai pas regardé à combien on était de commentaires juste avant ce podcast, mais je crois qu'on était à 218 commentaires. Donc c'est quand même une sacrée performance, mais je pense qu'ensemble on peut encore faire mieux. Donc pour rappel, les Super Physique Games ont lieu le 14 juillet à Annecy et vous êtes encore une fois les bienvenus si vous souhaitez venir participer, voir la compétition. Elle se conclura avec un repas tous ensemble. J'ai réussi à réserver, j'ai réservé en plus dimanche, elle vient de se faire un food truck qui pourra vous faire toute la nourriture que vous voulez. Spéciale dédicace à Fabrice.
parce que ce sera un food truck de pizza. Donc voilà, donc il y aura des pizzas pour tout le monde. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez me contacter directement, je mets les liens dans la description du podcast. Et nous, de toute façon, donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Salut, bonnes vacances.